Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Régis Chamagne, j'ai eu une carrière de pilote de chasse dans l'armée de l'air. Donc, je suis rentré à l'école de l'air en 1977 après avoir fait maths sup maths spé. J'ai quitté l'armée de l'air en 2004 après avoir commandé une base aérienne. Donc, j'ai décidé moi-même de quitter l'armée et à ce moment-là, j'ai publié un livre de stratégie intitulé L'art de la guerre aérienne. Et depuis quelques années, je suis le représentant national pour les questions de défense à l'Union populaire républicaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler du changement de paradigme géopolitique. Nous sentons bien que le monde bouge. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si l'on est attentif à tout ce qui se passe dans le monde, à toute l'actualité, que les médias dominants ne nous disent pas, mais si l'on est un peu curieux, qu'on va chercher des informations ailleurs sur Internet, on voit bien que tout bouge. Et même si les médias dominants ne nous le disent pas, on sent bien que chez nous, en France, les repères bougent, ou plus ou moins les repères s'effacent. Parfois, on a l'impression que tout bascule, on ne sait plus trop où on habite. Ça caractérise les moments de forte turbulence et les moments de changement, de grands changements. Jacques Sapir, qui est économiste, comme vous le savez, a écrit un livre en 2008 intitulé « Le nouveau 21e siècle, du siècle américain au retour des nations ». Dans ce livre, Jacques Sapir commence par définir ce qu'est un siècle, c'est-à-dire un moment assez long, une longue période de temps, de stabilité géopolitique, un paradigme. Et aussi, il analyse les intersiècles, de façon à essayer de comprendre ce qui se passe. C'était en 2008, donc son livre est sorti en 2008, donc il l'a écrit en 2007. Essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'imaginer, d'anticiper où l'on va, en essayant de trouver des parallèles entre l'intersiècle 19e, 20e, donc qui a débuté en 1890, qui s'est terminé en 1918. Ça a débuté avec la guerre des beurs et ça s'est terminé après la Première Guerre mondiale. Ce siècle, cet intersiècle au cours duquel le paradigme précédent, à savoir la supériorité, la suprématie de l'Empire britannique sur le monde, s'est effondré. Avec donc un parallèle avec l'intersiècle 20e, 21e siècle, qui a débuté en 1991 et qui va s'achever d'ici 4-5 ans. Donc au début, après la chute de l'Empire soviétique, le XXe siècle était le siècle des empires, empire américain contre empire soviétique, qui ont détrôné les anciens empires européens, en particulier britanniques et français. À partir de la chute de l'empire soviétique, il ne restait plus qu'un seul empire, l'empire américain. Au début, tous les commentateurs ont écrit que c'était la fin de l'histoire. En fait, on était dans le début de la transition de phase et on pensait que les États-Unis allaient dominer le monde pour le XXIe siècle. Pas du tout. Ça n'était que le début de la transition de phase. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette transition de phase. Il nous reste encore 4-5 ans à passer et nous allons voir où va, en tout cas nous voyons déjà où va le monde et quel sera le nouveau paradigme du XXIe siècle, un monde sans empire. Ce que l'on appelle un monde multipolaire. Alors, puisqu'il est question de changement de paradigme, je vais vous infliger une petite courbe mathématique, mais ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. C'est une modélisation effectuée par un mathématicien et biologiste américain, Stuart Kauffman, qui est très simple, ça se fait par ordinateur, hein, c'est pas du tout une équation. Il a, sur son ordinateur, constitué un ensemble de n éléments. Et puis, il a fait tourner une variable aléatoire, hein, random, pour ceux qui programment, qui crée de façon aléatoire des liens entre deux éléments 2 par 2. Voilà. En abscisse, il compte le nombre de liens, tout simplement, il compte. Et en ordonnée, il mesure la taille du plus grand ensemble de liens reliés entre eux. Facile. Vous créez un lien, ça fait 2 éléments reliés entre eux. Vous créez un deuxième lien, soit ça fait toujours 2 éléments reliés entre eux, soit un des 2 est déjà pris, ça fait 3 éléments reliés, etc. Il fait tourner son modèle un grand nombre de fois et il prend la courbe moyenne.
Et on observe ça. C'est-à-dire qu'on crée du lien, on crée du lien, on crée du lien, et en apparence, il ne se passe rien. Et subitement, ça explose, ça émerge. C'est la transition de phase. C'est comme ça que le phénomène, le processus d'autosélection par autocatalyse se produit en biologie moléculaire. C'est comme ça que les révolutions se font en sociologie, dans les sociétés humaines, que les grandes prises de conscience se font. En apparence, on sème des graines, on crée du lien. En apparence, il ne se passe rien, et subitement, tout bascule. C'est une transition de phase. Donc la transition de phase a commencé en 1991, tout à gauche de la courbe. Nous serons au seuil de saturation d'ici 4-5 ans, et en ce moment, nous sommes en plein dans la phase de transition. C'est-à-dire qu'on peut considérer que là où il y a écrit seuil d'efficacité, c'était à peu près en 2008. Donc 17 années de maturation. Hop, et là, ça part. À partir de la crise de Lehman Brothers, ça part. Là, on a atteint le point d'inflexion en fin de l'année 2013. Ce point d'inflexion a été acté officiellement par le discours au club de Valdai du président Poutine à Sochi en juin 2014. Et aujourd'hui, nous sommes franchement dans l'année d'après, c'est-à-dire dans le début de l'arrondi, vers le seuil de saturation. La question qui se pose, c'est avec ou sans guerre mondiale à la clé. Alors je vais commencer pour parler un peu de cette transition de phase. Je vais aborder plusieurs questions, en particulier l'état actuel du monde et sa fin. Et donc l'état actuel du monde, eh bien, il est régi, enfin le monde ancien, on va dire. Le monde ancien, c'est le monde américain, c'est le monde de l'Empire américain. Qu'en est-il de l'Empire américain? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que l'Empire américain, s'il a émergé au XXe siècle, à partir de 1918, il ne vient pas il vient de loin. Et en particulier, la volonté hégémonique, la volonté d'expansion des États-Unis, elle vient de très très loin, depuis le début de la conquête de l'Amérique du Nord, en fait. C'est un peuple, le peuple américain, anglo-saxon, installé aux États-Unis, c'est un peuple qui se considère comme ayant un destin unique au monde, un peuple messianique. Bon, c'est très dangereux, mais bon, c'est comme ça. Ces États-Unis d'Amérique ont été créés par des banquiers. La Constitution américaine a été écrite par des banquiers. Vous savez que la première Constitution américaine, pour être élu, il fallait avoir une richesse minimum. Vous ne pouviez vous présenter à des élections comme candidat que si vous étiez très riche. Et pour être électeur, il y avait aussi un seuil minimum de richesse. Donc ça, c'était la première constitution. C'était pas vraiment une démocratie. Bon. Si on lit Howard Zinn, une histoire populaire du peuple américain, on comprend assez rapidement qu'au cours de toute l'histoire des États-Unis, la politique étrangère des États-Unis, la politique militaire des États-Unis était aux ordres des intérêts économiques américains. C'est la stratégie économique qui a guidé la stratégie militaire. Et l'armée a toujours été aux ordres, au service de l'économie américaine. Il faut bien comprendre ça, pour savoir comment les Américains raisonnent aujourd'hui. Leur premier ennemi, c'est la Chine, qui est en train de les dépasser. Seulement pour atteindre la Chine aujourd'hui sur le plan économique, c'est-à-dire pour contraindre la Chine sur le plan économique, ils sont obligés de passer par la Russie. Et là, il s'agit d'une confrontation militaire. Atteindre la Chine en contraignant militairement la Russie, c'est le projet impérial américain qu'ils ont toujours en tête, bien que tous les indicateurs montrent qu'ils n'atteindront jamais ce projet. C'est le projet qui est écrit par Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier, où il explique comment neutraliser, voire réduire complètement la Russie. Ils y sont presque arrivés après la chute de l'Union soviétique, de l'URSS. Pendant les années Yeltsin, la société russe a été mise en coupe réglée. Le taux de mortalité infantile a explosé.
l'espérance de vie s'est effondrée, tant et si bien qu'à la fin des années 90, voire au début des années 2000, certains démographes occidentaux, peut-être un peu optimistes, prédisaient qu'en 2030, la Chine aurait 60 millions d'habitants, qu'elle n'existerait plus sur le plan humain. Poutine est passé par là. Aujourd'hui, tous les indicateurs... La Russie, pardon, désolé. Oui, j'ai dit la Chine. Désolé. Lapsus. Donc, tous les indicateurs démographiques sont au vert. Le taux de natalité, le taux de natalité est remonté, l'espérance de vie remonte, le taux de mortalité infantile diminue, l'immigration augmente, c'est-à-dire que la Russie est attractive pour ses voisins. La réalité de la société américaine, en revanche, elle, est beaucoup moins rose. Je vais vous passer quelques graphiques qui montrent un peu la réalité de la situation de la société américaine. Vous avez ici à gauche les salaires en fonction du PIB. Les salaires diminuent. C'est une société qui s'appauvrit. Aujourd'hui, les pauvres doivent avoir quasiment deux boulots pour vivre. Un tiers de la population est au chômage, ne travaille pas, de la population active. Le nombre annuel, vous voyez, le nombre d'heures travaillées par employé, tout se casse la figure. Alors, ce sont des données qui viennent de la Federal Reserve Economic Data. Ce sont des chiffres officiels, ça. Ce ne sont pas des chiffres truqués. L'emploi manufacturé, vous voyez, donc, depuis les années 1940, c'était bas, ça monte, et ça s'effondre à partir des années 80, fin des années 90. Le rapport emploi sur population. Vous voyez, toutes ces courbes montrent un effondrement de l'emploi et des salaires. Le taux de participation à la force du travail. La durée du chômage. Alors, c'est intéressant cette courbe parce qu'elle s'est mise à monter brutalement. Traditionnellement, les États-Unis, c'est un pays où les gens ne restaient pas longtemps au chômage. Donc, ils n'étaient pas trop inquiets quand ils étaient licenciés ou d'eux-mêmes, ils quittaient leur travail. Ils disaient, bon, on va aller vivre ailleurs. Ils étaient quasiment certains de retrouver du boulot. Depuis une bonne dizaine d'années maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ça veut dire que dans leur tête, ça modifie profondément l'image que les Américains ont de leur société, cet indicateur. Le taux de défaut sur les prêts immobiliers, ça on reconnaît la crise de 2007 et les subprimes, la vente de maisons neuves, malgré les quantitative easing, qui en fait n'ont servi qu'à mettre de l'argent dans la bulle et à faire en sorte que les joueurs de casino puissent continuer à jouer au casino, mais qui n'a eu aucun effet sur l'économie réelle américaine. Les crédits à la consommation, c'est dramatique. C'est à mettre en relation avec la baisse des salaires. Les gens n'ont plus assez d'argent pour vivre, donc ils prennent des crédits. Aujourd'hui, un Américain sur 6 vit de la soupe populaire, donc des bons d'alimentation, ce qui fait à peu près 40 millions de personnes. Ça correspond aux 2/3 de la population française. Ajoutez à cela que les infrastructures ne sont plus entretenues, et ce depuis plusieurs décennies, environ le milieu de la décennie 70. Aujourd'hui, à New York, 40% des ponts sont interdits à la circulation. Il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, un pont de New York s'est effondré. Il n'était pas sur la liste de ces 40%. Les centrales nucléaires ne sont plus maintenues, non plus en l'état, plus entretenues. Enfin, tout part à volo. Régulièrement, quand je parle de la situation américaine, parce que dans une autre conférence sur la défense de la France, je conclus par un petit chapitre géopolitique. Quand je parle de la situation américaine, assez souvent, des gens viennent me voir après pour me dire « Ah oui, mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Je suis allé aux États-Unis il y a 6 mois ou il y a 2 ans, voir mon frère, ma soeur, ma tante, etc.
Et j'ai constaté exactement ça, ce que vous dites, des villes où les routes sont complètement défoncées, plus entretenues, avec des gros trous. Enfin bon, on se croirait en Afrique. Donc c'est une société en pleine déliquescence économique. D'ailleurs, le nombre de faillites d'États, de villes, de comtés est là pour le dire. Certains États aujourd'hui parlent de faire sécession de nouveau. Et je crois que le Mexique a déclaré il n'y a pas longtemps, nous allons récupérer nos anciennes provinces de façon simple, elles vont nous revenir à nous dans les 20 ans qui viennent. Bon, je ne sais pas si c'était une forme de plaisanterie ou pas. Sur le plan militaire, donc c'est à peu près le seul pilier sur lequel la puissance américaine peut s'appuyer aujourd'hui. Mais là encore, les indicateurs ne sont pas bons. Sur le plan militaire, les Américains sont dans une logique de fuite en avant, où ils dépensent énormément d'argent dans des programmes très très dispendieux et qui sont des échecs opérationnels. L'avion de chasse F-22, qui avait été présenté comme l'avion de suprématie aérienne, on ne parlait même plus de supériorité aérienne, mais de suprématie aérienne. Quand on sait que la pierre angulaire de la stratégie militaire des États-Unis consiste à obtenir d'abord la supériorité aérienne pour ensuite bombarder où ils veulent et quand ils veulent, donc cet avion de chasse qui était présenté comme l'avion de suprématie aérienne est un échec opérationnel. Il est en service dans les forces américaines depuis 9 ans. Il n'a jamais été employé au combat. Si, il a été employé au combat récemment contre Daesh pour tirer quelques bombinettes. Un point, c'est tout. C'est un avion qui, statistiquement, toutes les heures, 42 minutes de vol, est victime d'une avarie grave. Il est cloué au sol. Les réparations prennent énormément de temps et sont rocambolesques. Un exemple simple, vous savez que c'est un avion furtif, et donc il y a plusieurs techniques pour faire qu'un avion soit furtif, dont une qui est la peinture, le recouvrement de l'avion. Eh bien, quand on change une pièce du F-22, il faut découper au cutter les portes d'accès à cette pièce, que ce soit un alternateur électrique ou une pompe hydraulique ou peu importe. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a remis la porte, il faut repeindre. Parce que du cutter sur de la peinture furtive diminue la furtivité de la peau de l'avion. Donc c'est une situation incroyable. Donc cet avion n'est pas opérationnel. Ils ont lancé le programme F-35, dans lequel ils ont pris des otages avec eux, les Anglais, les Hollandais, bien fait pour eux. Cet avion, déjà, le programme coûte déjà plus de 2 fois plus que ce qui était prévu initialement. Il ne tient pas ses promesses opérationnelles, c'est un échec. Aujourd'hui, les généraux de l'US Air Force disent il faut arrêter là, sinon nous allons y laisser la chemise et le reste. Donc avant que l'US Air Force n'existe plus, arrêtons les frais et lançons-nous dans un avion de 6e génération, donc la fuite en avant. Toujours la fuite en avant. Aujourd'hui, les Russes se positionnent sur les marchés export, donc c'est pas très bien de vendre des armements, hein, bon. Mais bon, c'est un marché comme les autres, enfin pas tout à fait comme les autres, mais c'est un marché. Les Russes se positionnent sur les marchés export et taillent des croupières aux Américains, sur des clients traditionnellement américains. Voilà, donc pour résumer, des États-Unis en perte de vitesse, sur le plan économique gravement malade, au bord de l'effondrement, sur le plan militaire lancé dans une course en avant dispendieuse et peu efficace, une bête aux abois, le dos au mur, malheureusement armée jusqu'aux dents et prête à s'en servir et dirigée par des psychopathes. Je ne dis pas gouverner, je dis diriger. Hein. Les gouvernants américains sont des marionnettes. Les dirigeants américains se situent à la Fed. Chez Rothschild, Goldman Sachs, Rockefeller, Monsanto, ces gens-là, hein, dans les grandes firmes américaines. Ce sont eux qui dirigent les États-Unis. Obama est un employé. À côté de ça, on voit donc la disparition du monde d'avant. Monde d'avant dans lequel nous sommes, nous, Français, puisque Européens, donc puisque sous la dictature américaine, entraînés par les États-Unis.
dont nos médias, nous, médias français, qui sont particulièrement dociles, c'est une longue tradition, hein, qui remonte bien avant Radio Paris, des médias particulièrement dociles qui ne nous disent évidemment rien de ce qui se passe dans le monde, qui ne nous disent surtout pas ce qui est en train de se dérouler dans l'autre partie du monde, et qui continuent à nous dire que les Américains sont en pleine relance économique, que le chômage diminue, etc., et que tout va bientôt aller mieux dans le meilleur des mondes. C'est pour demain, nous vous demandons de le croire. Mais de l'autre côté, il se passe des choses. Ce monde d'avant, donc, est en train de disparaître, et ce monde d'après, le monde d'après, lui, est déjà en bonne voie de constitution. Ce monde d'après, il est centré essentiellement sur deux grandes puissances, la Russie et la Chine, qui sont deux puissances défensives, non impériales, et qui sont pour le moins coordonnées en ce moment, à travers les BRICS, ce qu'on appelle les BRICS, et à travers l'Organisation de coopération de Shanghai. Commençons par la Russie. La Russie, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les indicateurs démographiques sont au vert. L'espérance de vie, le niveau de vie a considérablement augmenté depuis que Poutine est au pouvoir, hein, donc depuis 1999. Le niveau de vie moyen, le salaire moyen a considérablement augmenté, ce qui explique en grande partie que le taux de mortalité est baissé, puisque les gens peuvent se soigner, l'accès à la sécurité sociale a augmenté, etc. Donc tous les indicateurs démographiques sont au vert. La société russe est une société qui va beaucoup mieux qu'il y a 20 ans, sous les années Yeltsin. C'est une puissance militaire de très bon niveau dans le domaine de la défensive. On juge un arbre à ses fruits. Les pôles d'excellence de la technologie militaire russe sont tous dans le domaine de la défensive. C'est la défense aérienne, les avions de chasse, la défense anti-aérienne, les systèmes de missiles sol-air, la défense côtière, les systèmes de missiles anti-navires, la dissuasion nucléaire qui fait partie de la défensive, etc. Tous les pôles d'excellence de la technologie militaire russe sont dans le domaine de la défensive. Et aujourd'hui, la puissance militaire défensive russe est d'un niveau supérieur à la puissance militaire offensive américaine. Je ne vais pas vous démontrer ça, je vous demande de me croire sur parole. Ils l'ont prouvé à 2 reprises. Le 3 septembre 2013, quand les Américains ont tiré 2 missiles balistiques depuis la base OTAN de Carthagène en Espagne sur la Syrie. Ces 2 missiles ont été détectés par un radar Voronezh DM situé dans la partie sud de la Russie, le radar de défense aérienne le plus performant au monde. Donc a détecté ces départs de missiles. L'information a été transmise aux navires qui croisaient dans la partie orientale de la mer Méditerranée, au large de la Syrie, et qui ont tiré des missiles S-300, missiles antimissiles, enfin anti-aériens et avec des capacités antimissiles, et qui ont abattu ces 2 missiles américains. Dans les heures qui ont suivi, Obama a changé de stratégie et plutôt que de continuer à déstabiliser militairement la Syrie et à donner des injonctions à Bachar el-Assad, est venu à la table des négociations, a dit finalement ce serait mieux de négocier, etc. À l'époque, il était question d'armes chimiques, et Poutine a enlevé tout ça rondement. Voilà. Donc, premier exemple, coup d'arrêt à la puissance offensive américaine. Quelques mois plus tôt, au cours d'une conférence de presse, Poutine avait déclaré « Nous défendrons la Syrie jusque dans les rues de Moscou ». Un journaliste lui avait demandé... Non, il avait déclaré ça avant, et un journaliste lui avait demandé « Vous avez déclaré ça, est-ce que c'est pas un peu cavalier de votre part ?» et tout. Et Poutine avait dit « Nous avons les moyens. Aujourd'hui, nous avons les moyens. » Donc, c'est probablement le moment où le missile S-300, les capacités antimissiles du S-300 ont été certifiées. Je pense. Au mois d'avril 2014, un croiseur américain, le Donald Hook, entre en mer Noire. Et ce croiseur est équipé du système Aegis,
le système de défense antiaérienne que les Américains vendent comme étant le plus performant au monde. Donc c'est un navire qui est bourré de radars. Ces radars communiquent leurs informations via satellite à d'autres radars au sol. Ils sont dans un réseau d'échange d'informations et il y a des calculateurs centraux répartis, des calculateurs répartis dans le système. Et ce navire est survolé par 2 Sukhoi 24 qui sont des appareils de la génération des années 70, non armés. Et en plus, ce sont des avions qui ont des signatures radar colossales, quoi. Des entrées d'air carrées en métal, donc en fait, pas du tout furtifs. Et ces avions n'ont pas été détectés par le Donald Hook. Ils étaient équipés d'une nacelle de guerre électronique qui les a rendus complètement invisibles au radar. Ils ont fait un premier passage sur le Donald Hook, ça a surpris tout le monde, donc les gens n'étaient pas prêts, ils ont entendu du bruit, ils sont sortis, ils ont regardé ce qui se passe, et là ils ont vu 2 Sukhoi 24 qui faisaient des passes de tir fictives à une distance de sécurité du bateau, environ 1500 mètres d'après les témoignages, distance de sécurité par rapport au canon quand même, il faut être prudent. Plusieurs passes de tir fictives. Le croiseur américain est rentré dans un port en Roumanie et 26 marins ont démissionné. Et peu de temps après, le général commandant le centre de guerre électronique à Moscou a déclaré « Plus un système est complexe, plus il est facile à leurrer ». Je vous certifie que c'est vrai. Je ne vous en ferai pas la démonstration, mais je vous demande de me croire sur parole encore. Moi-même, dans le livre que j'ai écrit, je démontre que la supériorité de la guerre électronique est le préalable à la supériorité aérienne. Donc ça fait deux incidents qui montrent que la capacité défensive russe est supérieure à la capacité offensive américaine. Dans le domaine de la guerre électronique, on sait que les Russes sont d'excellents mathématiciens. C'est un peuple d'excellents mathématiciens, donc ils sont très bons. Ils sont actuellement dans une phase de modernisation de leur armée, rapide, et les sanctions économiques qui ont été imposées à la Russie par l'Union européenne et par les États-Unis sont en fait une chance pour la Russie. Ça les a obligés à rapidement moderniser leurs outils industriels, en particulier leurs outils industriels militaires. Et ayant cessé d'acheter des armes à l'Ukraine qui fabriquaient toujours du matériel à partir d'usines qui dataient de l'Union soviétique, les Russes ont tout reconstruit chez eux et aujourd'hui tous les ingénieurs ukrainiens qui travaillent dans les usines en Ukraine ont émigré en Russie. Donc ce sont des russophones, russophiles. Donc en gros, depuis 2 ans, la Russie est lancée dans un processus de modernisation de son industrie, en particulier l'industrie militaire, et de modernisation de ses armées. Quand on écoute les déclarations de Dmitri Rogozin, vice-premier ministre et ministre de l'Armement, il a déclaré récemment, il y a quelques mois, qu'en 2025, l'armée russe serait la plus performante du monde et que ça coûterait beaucoup moins cher qu'elle coûterait beaucoup moins cher que l'armée américaine. On le croit aisément. En parallèle, puisqu'on est à la Russie, je parle aussi de la Chine. Donc vous avez la puissance militaire russe, qui est, donc je vous l'ai dit, puissance militaire défensive supérieure à la capacité offensive des États-Unis. Et cette puissance militaire, on a l'impression qu'elle agit de façon coordonnée avec la puissance économique chinoise. Peu de temps après l'incident en mer Noire, la Chine a déclaré qu'il faut dédollariser le monde. C'est une déclaration officielle. En 2008, un mois après la chute de Lehman Brothers, il y avait eu un G20 à Washington. À l'époque, Bush était encore président, mais Obama était déjà élu. Les Chinois avaient participé à ce G20 en disant il faut remplacer le dollar comme monnaie d'échange par un panier de monnaie et un panier de métaux précieux. Évidemment, les États-Unis avaient refusé, mais là, les Chinois ont pris langue, ils ont pris date. Et peu de temps après l'incident en mer Noire,
les Chinois déclarent officiellement il faut dédollariser le monde. Ça veut dire, bon, ça avait commencé, hein, les Chinois et les Russes déjà commerçaient dans leurs monnaies respectives, avec l'Iran aussi, l'Inde, bon, ça avait commencé, mais là, le fait qu'ils le déclarent officiellement, juste après un incident où les Américains se retrouvent en infériorité face aux Russes, me fait penser qu'il y a une coordination entre l'action économique et symbolique chinoise et l'action militaire et symbolique russe, c'est-à-dire l'action réelle et les déclarations. Il semblerait que ces deux pays se coordonnent pour tenter de neutraliser les velléités américaines. Les Chinois et les Russes sont des gens pragmatiques, ils ne sont pas gouvernés par des énarques, ils sont gouvernés par des ingénieurs, des juristes, enfin par des gens qui sont en prise avec la réalité. Donc la Chine, oui, on en parle, elle a aussi une politique prudente et en phase avec la politique russe. Ce qui est intéressant, s'agissant de la Chine, c'est comme c'est la première puissance mondiale, première puissance économique mondiale, pardon, qu'on sent bien que elle sera le centre de gravité de la puissance au XXIe siècle, et que ce sont des gens très prudents. Il est intéressant d'écouter leurs déclarations. Quand la Chine reconnaît officiellement le référendum en Crimée et le rattachement de la Crimée à la Russie, ça a un sens. Quand la Chine prend officiellement parti pour un État palestinien, ça a un sens. Ils mettent du temps à le faire. Ils sont très prudents, mais au moment où ils le font, ça veut dire qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire. Et ce sont des marqueurs, ce sont des indicateurs de leur évolution. Alors je vais parler de l'OCS et des BRICS. Vous savez qu'en juillet prochain, il va y avoir donc une réunion des BRICS. La première réunion des BRICS. Alors oui, d'où ça vient les BRICS d'ailleurs? Au départ, les BRICS, c'est un acronyme qui a été inventé par un journaliste anglais. Il a mis dans un même panier, ils adorent les acronymes, les anglo-saxons, hein. Et donc il a mis dans un même acronyme des pays qui étaient émergents. La Russie, la Chine, pays émergents. Si on regarde la grande histoire, la longue histoire, non, pas vraiment. Bon, enfin bref, c'est un anglais. Donc il y avait les BRICS. Et puis ensuite, il y a eu les BRICS quand l'Afrique du Sud s'est rattachée. Et aujourd'hui, on pense qu'un grand nombre de pays vont rentrer dans les BRICS. Donc dans ce qui est le futur monde, le futur monde, quoi, le monde d'après. Donc après la chute de Lehman Brothers, je vous l'avais dit, G20, la Chine propose de sortir du dollar progressivement, les États-Unis refusent. Juin 2009, les BRICS organisent leur première réunion officielle. C'est-à-dire que puisque finalement on nous a mis dans le même acronyme, autant se réunir. Donc ils se réunissent en juin 2009 à l'initiative de la Russie, donc c'était Medvedev à l'époque. Ils se réunissent à Ekaterinbourg, la ville où a été assassinée la dernière famille des tsars. Donc là, j'imagine qu'ils ont dû parler de choses et d'autres, en particulier du monde d'après. Ils ont dû commencer à travailler sur le monde d'après, j'imagine. Puisque ensuite, chaque année, ils se réunissent maintenant officiellement, ça fait le tour des pays, des BRICS, et la prochaine réunion aura lieu au mois de juillet en Russie, et cette réunion sera combinée avec une réunion de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors qu'est-ce que c'est que l'Organisation de coopération de Shanghai? C'est une réunion de 6 pays. En fait, au départ, il y avait 5 pays qui se concertaient de façon informelle. Quand l'URSS s'est délité, les Russes, les Kazakhs, tout ça se sont dit c'est pas la peine, nous avons des nouvelles frontières, mais il n'est peut-être pas nécessaire de déployer des armées que nous n'avons pas à nos frontières pour nous surveiller. Donc ils sont entrés dans un partenariat de paix en disant nous allons maintenir des relations de bon voisinage. Et donc ils ont créé une espèce de club informel, et au moment où l'Ouzbékistan a voulu entrer dans ce club, ça s'est formalisé en 2001. Ils ont créé l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est une organisation de sécurité au départ, mais qui aujourd'hui a pris des compétences en matière d'échanges économiques et autres.
Donc l'OCS est constitué ainsi sous forme de poupée gigogne, en quelque sorte, de cercle concentrique. Le cercle intérieur est constitué par les États membres. Aujourd'hui, il n'y a que les États fondateurs. Le deuxième cercle est constitué des États observateurs. Donc vous avez la Mongolie en 2004 qui demande à être observateur, l'Inde en 2005, l'Iran et le Pakistan en 2005 et plus récemment l'Afghanistan en 2012. Et puis vous avez les pays, les États partenaires de discussion. Ils ne sont pas observateurs, mais bon, on entretient avec eux des liens un peu privilégiés. La Biélorussie à partir de 2009, ainsi que le Sri Lanka et la Turquie à partir de 2013. C'est intéressant la Turquie. C'est un pays de l'OTAN. Les États-Unis et le Japon avaient demandé à être pays observateurs, je crois aux alentours de 2005. Évidemment, ça leur a été refusé. Pas d'espions dans l'OCS. Et l'OCS va donc se réunir au mois de juillet en Russie, en parallèle avec la réunion des BRICS. Et là, on annonce que des États observateurs vont devenir États membres, dont 3 poids lourds, l'Inde, le Pakistan et l'Iran. Probablement la Mongolie, l'Afghanistan, je ne sais pas, mais la Mongolie deviendra État membre avec une très très forte probabilité, j'imagine. Il y en aura au moins 4, en tout cas sur les 5, qui deviendront États membres. Et on annonce que la Turquie va devenir probablement État observateur. Donc il passe du troisième cercle au deuxième cercle, avec l'intention dite de devenir à terme pays membre de l'OCS. C'est-à-dire que d'ici quelques années, la Turquie aura quitté l'OTAN. C'est un bouleversement géopolitique considérable. On voit le centre de gravité du monde qui passe de Washington à l'Asie. Quand on ajoute à cela que la Chine vient de créer sa banque asiatique, sa banque d'investissement asiatique alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, que les pays des BRICS et de l'OCS, évidemment, avaient tous rallié déjà, plus d'autres pays comme l'Iran, etc., et qu'au dernier moment, dans les derniers jours, les Européens, les pays d'Europe s'y sont ralliés pour être membres de cette banque, et que le dernier jour, les États-Unis eux-mêmes sont entrés dans le club. On voit bien que le centre de gravité du monde passe de l'ouest à l'est. Quand, dans le même moment, la Russie annonce qu'elle va mettre en place un système d'échange interbancaire qui sera l'équivalent du système SWIFT actuel, vous savez, le système qui gère les paiements par carte bleue et par virement numérique, dématérialisé, on sent bien aussi, mais alors ça c'est bien fait pour les Occidentaux, qui avaient bloqué un système, les paiements par carte bleue d'une certaine banque russe. Donc les Russes voilà, ont décidé de le faire eux-mêmes. Ce sont d'excellents informaticiens, d'excellents mathématiciens. Les observateurs pensent que c'est déjà opérationnel et que ça entrera en service à peu près vers le mois de septembre-octobre, à l'automne prochain. Donc on a là un monde nouveau, le monde d'après, qui est en train de se constituer sur des bases simples qui sont celles de l'ONU, en fait, mais qui n'ont jamais été respectées. Souveraineté des nations et une nation, une voix. Au sein de l'OCS, le Kazakhstan a autant de poids que la Chine. Donc là, on voit un monde émergent que l'on appelle multipolaire, qui est en fait post-impérialiste. On observe également l'émancipation de l'Amérique latine, depuis les révolutions bolivariennes, ce ne sont pas des révolutions d'ailleurs, les parties de la révolution bolivarienne initiée au Venezuela par Hugo Chavez. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays, il y avait Cuba avant, mais il y a plusieurs pays qui se revendiquent de ce mouvement-là, et donc Cuba, le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur. Et tous ces pays en plus ont des relations importantes avec la Russie, en particulier dans le domaine de l'armement. Et vous savez que récemment, il y a eu un rassemblement des pays d'Amérique, parce que les Américains considèrent toujours que l'Amérique du Sud constitue leur précaré, leur arrière-cour.
Et ils ne se privent pas depuis des dizaines d'années de renverser les gouvernements qui ne leur plaisent pas ou de tenter de le faire. Et au cours de la dernière réunion, plusieurs présidents, donc Maduro, Castro, Kirchner, Argentine, comment il s'appelle, Evo Morales et Correa, ont prononcé des discours devant le président Obama, ont prononcé des discours sans aucune ambiguïté, dans une langue claire, précise, virile et correcte. Ils ont dit clairement, les États-Unis doivent cesser de considérer les pays d'Amérique latine comme leur arrière-cour. Les États-Unis doivent cesser de faire de l'ingérence dans les pays d'Amérique latine. Les États-Unis doivent cesser de fomenter des révolutions, des coups d'État fascistes dans les pays d'Amérique. Ils l'ont dit sans ambiguïté. Et le Brésil, monsieur? Le Brésil n'a pas... Enfin, dans l'article que j'ai lu, il n'a pas été question de déclaration du président du Brésil. Mais bon, il était solidaire à l'évidence. Donc là, il y a eu... je veux dire, ça, c'était inimaginable il y a 10 ans. Que les présidents des pays d'Amérique du Sud disent de concert aux États-Unis, maintenant ça suffit, c'était il y a 10 ans inimaginable. Et cela est bien un indicateur du rapport de force nouveau qui est installé. Tout le monde sait aujourd'hui que les États-Unis sont au bord de l'effondrement, que c'est un tigre au pied d'argile. Tout le monde le sait. Il reste un endroit de la planète où là, il sera beaucoup plus difficile. Si on voit bien le monde d'avant, un monde impérial, l'intermonde, l'intersiècle, avec un monde impérial unipolaire, une seule puissance impériale, mais qui s'effondre, si l'on voit bien le monde d'après émerger vers donc un monde post-impérial, multipolaire, fondé sur la souveraineté des nations et sur une nation, une voix. En revanche, ce qu'on voit mal, c'est la façon dont ça va se passer. Et en particulier, certaines zones grises de la planète recèlent des possibilités d'explosion. Il y a par exemple le Moyen-Orient. C'est le genre de carte qui sort des think tanks américains, qui continuent à vouloir remodeler tout et à modeler le monde à leur manière. S'agissant du Moyen-Orient, il est assez difficile de voir comment ça va se passer. Il y a beaucoup d'éléments en jeu. Dans cette région du monde, la Turquie et l'Égypte sont des poids lourds éternels. Lisez les croisades vues par les Arabes de Tar Ben Jemoul, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'Égypte, la Turquie sont des poids lourds éternels de cette région qui pèsent. De l'autre côté, évidemment, il y a la Perse, l'Iran et l'Irak. Les rapports entre la Turquie et l'Arabie, les puissances wahhabites, la religion wahhabite, qui est une religion de fous furieux, donc qui concerne les monarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Bahreïn. On a peu parlé de la révolution du printemps arabe au Bahreïn. Hein, les médias occidentaux ont beaucoup parlé de la Tunisie, évidemment, de la Syrie, mais peu du Bahreïn. Elle a été réprimée par les chars saoudiens. Il y a eu un printemps arabe au Bahreïn, mais il a été réprimé par les chars d'assaut saoudiens. Et les médias occidentaux n'en ont pas parlé. Donc là, ça, on ne touche pas là. Hein. Donc il y a cette relation bizarre, ambiguë, entre le monde wahhabite, la Turquie, qui voudrait bien se dépecer la Syrie à eux deux et se la partager. En même temps, la Turquie est attachée à la Russie, puisqu'ils veulent intégrer l'OCS, qu'ils achètent des missiles S-300 aux Chinois, donc missiles russes fabriqués sous licence, que la Russie va les relier par un gazoduc en remplacement du South Stream. Ça, c'était le projet South Stream, et ce projet a été abandonné par l'Union européenne. Du coup, la Russie s'est lancée, les travaux ont commencé, le chantier a commencé. Les Russes se sont lancés, ont négocié
un gazoduc Russie-Turquie. Et aujourd'hui, en négociation, Turquie-Grèce. Et vers l'Europe du Sud. En passant par la Macédoine. Il va falloir surveiller la Macédoine d'ailleurs, les tentatives de déstabilisation. Donc la Turquie joue un rôle assez ambigu au Moyen-Orient. En plus, il y a les relations entre les chiites et les sunnites, qui sont complexes. Enfin, qui sont complexes, non, qui ne sont pas complexes, qui sont frontales. Il y a beaucoup plus de chiites qu'on ne le pense au Moyen-Orient. Certes, le sunnisme représente 90% du monde musulman, mais dans le monde musulman, il y a l'Indonésie, il y a la Malaisie, il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique noire. Mais au Moyen-Orient, il y a presque un équilibre entre chiites et sunnites en nombre de population. Et là c'est là que ça risque d'exploser. Il y a des éléments démographiques. L'Arabie saoudite n'a pas fait sa transition de phase démographique, qui en général est de nature révolutionnaire. Elle a fait sa transition de phase d'alphabétisation, ça vient ces dernières années, mais elle n'a pas encore, ça ne s'est pas concrétisé par une transition de phase démographique, et en général, enfin si c'est en train de le faire, mais en général, ça amène à des processus révolutionnaires. Je me souviens du livre d'Emmanuel Todd et Youssef Courbage, Le rendez-vous des civilisations, où il analysait ces processus de transition de phase d'alphabétisation, cette transition démographique pour les pays musulmans. Et il disait qu'aujourd'hui, il y avait 2 pays, donc c'est un livre qui date de 2008 de mémoire, quelque chose comme ça. Et il disait, aujourd'hui, il y a 2 pays à surveiller, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Ça va péter. Et le Pakistan, c'est dangereux parce qu'eux, ils ont l'arme nucléaire. Alors j'ai lu aujourd'hui, ce matin, dans les médias, qu'en Arabie saoudite, ça commence à péter. Il y a eu de graves émeutes, et la police est intervenue, il y a eu des morts. Des émeutes, enfin, quand je dis des émeutes, ça ressemble plus à un début de révolution. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais il semblerait que la transition de phase, la transition démographique saoudienne soit en marche. Enfin, ses conséquences en tout cas. Donc ça, c'est encore un élément à prendre en compte. Je vous livre tout ça en vrac parce que j'ai du mal à relier tout ça pour voir comment ça va se passer, quel est le chemin qui va être suivi. Si on voit bien que sera le monde d'après, en revanche, il y a encore des zones d'ombre où on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. Il y a évidemment la question d'Israël dans tout ça. Quand on ajoute à cela que le chef d'État de la Turquie est un personnage qui semble parfois avoir des attitudes un peu contradictoires ou un peu bizarres, l'État islamiste Daesh est une création des États-Unis et l'outil américain pour remodeler le Moyen-Orient, et peut-être pour arriver à ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que la Turquie, qui était au départ, quand les États-Unis et la France et l'Angleterre a commencé à déstabiliser la Syrie, la Turquie était alliée objectivement avec l'Arabie saoudite et espérait bien que la Syrie partirait en vrille et en récupérer une morceau et se la partager avec l'Arabie saoudite. Arrive Daesh, qui est l'instrument américain de redessinage, de redécoupage du Moyen-Orient. Et là, la Turquie s'aperçoit que dans le projet global, on va lui piquer le Kurdistan. Du coup, marche arrière, rétropédalage, elle se range avec la Russie. Poutine, j'imagine, a dû lui dire, on vous l'a bien dit, hein, pas faire confiance à ces gens-là. Donc, on a l'impression que la Turquie hésite un peu. Moi, la dernière chose qui m'a surprise, c'est qu'elle soit entrée dans la coalition l'idée par l'Arabie saoudite d'attaque, d'agression contre le Yémen. Bon, ça m'a surpris. Mais bon, on ne sait pas trop. On a l'impression que parfois elle navigue un peu à vue, la Turquie. L'Union européenne, là-dedans, donc on voit bien où va le monde. Mais il y a cette phase de transition qui n'est pas finie et avec certaines zones d'incertitude, de forte incertitude. Une possibilité de mise à feu
au Moyen-Orient, et où possibilité de mise à feu par une agression américaine contre la Russie, soit à l'ouest, soit par le sud, par les républiques, par les pays où il y a encore une bonne proportion de musulmans, les pays Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan. Cela étant, de ce côté-là, étant donné que ces pays sont dans l'OCS, on peut penser que ça sera plus calme. Et puis il y a aussi le Caucase. Donc, les Américains, de toute façon, essaieront tout ce qu'ils pourront pour déstabiliser la Russie. Mais iront-ils jusqu'à la guerre nucléaire? Ça, je ne l'espère pas. Il y a des facteurs positifs d'optimisme et il y a des facteurs de pessimisme. L'Union européenne, elle là-dedans. Je n'ai pas pris de carte de l'Union européenne, mais bon, vous le connaissez à peu près. Qui est une dictature en l'état. Donc c'est une des dernières dictatures institutionnelles, puisque l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue la Commission européenne comme dictateur de l'Union européenne. Elle a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, un regard sur le judiciaire, la maîtrise du calendrier. Et elle est composée d'individus non élus qui n'ont de compte à rendre à aucun peuple, qui sont indépendants de tous les intérêts nationaux. Donc ça s'appelle un dictateur. Donc l'Union européenne actuellement, un des derniers États, un des derniers conglomérats dictatoriaux de la planète, elle, dans ce maelstrom général, très vraisemblablement, va y laisser sa peau et va exploser. Imploser, exploser. Est-ce que ce sera l'euro qui sera le détonateur ou pas? Bon, il est, je vais dire, pas certain, mais très très fortement probable que dans 5 ans, quand la transition de phase sera finie, très 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 probable que l'Union européenne n'existe plus. Et donc les États-nations d'Europe auront retrouvé leur souveraineté. De quelle façon ça va se passer? Là encore, c'est une incertitude. Enfin, je veux dire, autant il est facile de voir à long terme où on va, autant il est très très difficile de prédire ce qui va se passer, en particulier chez nous, parce qu'on n'a pas le recul, on ne se voit pas de l'extérieur, on n'a pas le recul. Et puis en plus, en France, nous ne sommes pas gouvernés, quoi. La France est un bouchon dans l'océan en tempête. Hollande a une laisse, et puis il y a qui me tient ma laisse? Alors c'est Obama, il dit viens là, je te le tiens. Puis après c'est Merkel qui dit allez, viens là, je te le tiens. Donc on ne sait pas où on va. Mais bon, on sait à peu près où on va, où on sera dans le futur. Il y a aussi des incertitudes s'agissant de l'Union européenne, sur la façon dont ça va se passer. Aujourd'hui, il est à peu près clair que l'Allemagne veut sortir de l'euro. Si vous avez lu l'article de Vincent Brousseau dans le site de l'Union populaire républicaine, où il analyse l'attitude de la banque suisse qui a cessé d'injecter de l'argent pour maintenir le franc suisse à un certain niveau de parité par rapport à l'euro, eh bien, à un moment donné, les Suisses se sont dit, bon, il faut arrêter là, on va perdre beaucoup d'argent, mais si on continue, on va en perdre encore plus. Bon, les Allemands en sont à peu près au même niveau en ce moment. Ils disent, si l'euro continue, on va perdre beaucoup plus d'argent que si ça s'arrête là. Pour la raison simple que les capitaux européens vont dans les banques allemandes. Or, l'euro n'est pas une monnaie unique, vous le savez, c'est une monnaie commune. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une monnaie homonyme à taux de change fixe. Mais 1 euro placé dans une banque française est une créance sur la Banque de France. 1 euro placé dans une banque allemande est une créance sur la Bundesbank. Si bien que quand la Troïka aide la Grèce, entre guillemets, c'est-à-dire aide les banquiers, les banquiers ils mettent leur fric dans les banques allemandes parce qu'ils se disent le jour où ça ira mal, eh bien, on préfère avoir une créance sur la Bundesbank que sur la Banque de Grèce, sur la Banque centrale de Grèce. Sauf que maintenant, la réserve d'argent en Allemagne est telle que la créance devient très très lourde. Donc les Allemands sont très inquiets. Donc ils aimeraient bien que l'euro explose, mais ils n'aimeraient pas en porter la responsabilité. Donc il faut que ce soit la Grèce qui porte la responsabilité. De son côté, la Grèce aimerait bien sortir de l'euro,
en tout cas Tsipras, mais il ne veut pas emporter la responsabilité devant le peuple grec. Quand on voit ce qui se passe en Grèce avec Tsipras, il faut bien se rendre compte qu'il a dit qu'il voulait rester dans l'Union européenne, Tsipras. S'il avait dit le contraire, il n'aurait jamais été élu. Parce que 56% des Grecs veulent rester dans l'Union européenne. C'est normal. On leur a vendu ce qu'ils voulaient entendre. On leur a dit ce qu'ils voulaient entendre, à savoir l'Union européenne vous protégera contre une nouvelle dictature des colonels. C'est comme ça qu'on leur a vendu lieu. Donc pour eux, ça les protège. On leur a dit ce qu'ils voulaient entendre, et donc du coup, ils ne sont pas pour la sortie de l'Union européenne. Et donc Tsipras ne pouvait pas afficher dans son programme qu'il voulait sortir de l'Union européenne. En revanche, il s'est quand même allié avec des souverainistes. Donc ça aussi, c'est un indicateur. Je pense que Tsipras est un type malin. On ne sait pas trop, bon, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il veut. Mais je pense qu'il a évalué plusieurs scénarios possibles et qu'au fur et à mesure, eh bien, bon, il élimine ceux qui ne marcheront pas, mais que doucement mais sûrement, il chemine vers une sortie de l'Union européenne, vers une sortie de l'euro, avec plusieurs scénarios possibles, dont un consisterait à mettre en parallèle de l'euro un nouveau drachme pour payer ses fonctionnaires. Et s'il fait ça, ça veut dire que dans les 2 mois qui suivent, l'euro est shooté. Donc, il y a plusieurs scénarios. Je pense que c'est un type malin et que l'histoire n'est pas finie. Bref, l'Allemagne veut sortir de l'euro, mais veut faire porter le chapeau à la Grèce réciproquement. L'Allemagne est dans une situation difficile aussi. Elle a des éléments de force, son économie encore, mais elle a des éléments de faiblesse, sa démographie. Et oui, quand vous avez un pays dont le peuple anthropologiquement est autoritaire inégalitaire, hein, c'est la famille souche, le modèle familial, la structure familiale allemande, c'est la famille souche, qui est autoritaire inégalitaire. Quand vous avez un pays qui est structurellement anthropologiquement inégalitaire, autoritaire, que vous lui imposez un gouvernement libéral égalitaire, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'il est, alors c'est bien pour les voisins, on se dit, ouf, ils vont arrêter de vouloir revenir chez nous au pas de loi, tant mieux. Mais pour la société allemande, c'est pas terrible en fait, parce qu'ils sont gouvernés par un mode de gouvernement qui est contraire à leur socle anthropologique. Et il y a des résultats négatifs auxquels on ne s'attendait pas a priori. Par exemple, le taux de natalité s'effondre. En France, c'est pareil. Si vous regardez la carte de la natalité en France, les régions de faible natalité sont les régions dont le socle anthropologique est la famille souche, sud-ouest de la France, Alsace. On est à 1,6. Alors que dans les régions égalitaires libérales, région bassin parisien, Bretagne, Normandie, on est à plus de 2,3. Non, ce n'est pas grâce à l'immigration. Pas du tout. La Bretagne n'est pas une terre d'immigration. C'est le socle anthropologique. Il faut lire Emmanuel Todd et Hervé Lebras, Le mystère français. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Rien. Ce ne sont pas les Arabes immigrés en France qui font monter le taux de natalité. Ce sont les anciennes régions catholiques. Ce que Emmanuel Todd et Hervé Lebras appellent le catholicisme fantôme. C'est anthropologique. Rien à voir avec l'immigration. Et ouais. Donc voilà, l'Allemagne, elle en est là. Effondrement du taux de natalité. La France est un bouchon de liège dans la tempête, avec une laisse qui traîne, et de temps en temps, c'est Obama ou Merkel qui tient la laisse, pour le moment. Mais dans un grand mouvement, dans une période de maelstrom, il se pourrait que la France se réveille. Moi, quand je dis la France, ce n'est pas les classes dirigeantes. Hein. Elles sont lobotomisées, elles ne se réveilleront pas. Non, c'est le peuple. Aujourd'hui, le peuple français pourrait se réveiller. Nous nous y employons. Aujourd'hui, la jeunesse française peut se réveiller. Moi, j'ai personnellement bon espoir dans notre jeunesse.
J'en croise beaucoup, en particulier au sein de l'Union populaire républicaine, qui est un parti jeune, moyenne d'âge 40 ans. La grande majorité de nos adhérents un âge est compris entre 20 et 40 ans. Et ensuite, il y a une baisse asymptotique. Donc j'ai une bonne confiance dans notre jeunesse, dans sa capacité à se réveiller. Elle a pris conscience, la jeunesse c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Ils sont confrontés directement au chômage. Ils sont confrontés directement à des boulots payés au lance-pierre. Hein? Moi, quand je suis sorti de l'école de l'air, qui est une école militaire, mais aussi une école d'ingénieurs, j'avais des camarades qui avaient fait maths sup, maths spé avec moi et qui sortaient d'école d'ingénieurs civils. On gagnait à peu près la même chose. Hein. Moi, comme lieutenant, et eux, comme ingénieurs chez Dassault, Thales, enfin, ça s'appelait Thomson à l'époque ou autre, on gagnait à peu près les mêmes salaires. Eh bien, quand je compare avec les salaires d'un ingénieur aujourd'hui en sortie d'école, c'est divisé par 2. Si vous faites la même comparaison pour un infirmier, une infirmière, un instituteur, une institutrice, divisé par 2. Donc les jeunes, ils sont confrontés à ça. Donc ils sont confrontés à cette réalité-là. Et ils ont été probablement beaucoup moins vulnérables, enfin, ils ont moins ressenti que nous la propagande européiste. Nous, on nous a vendu ça, notre génération, comme un grand espoir. Nous sommes la génération dont les parents ont connu la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Ils nous en ont parlé, nos parents, nos grands-parents nous en ont parlé. Et donc, nous étions particulièrement réceptifs à l'idée d'une Europe qui protège d'une guerre mondiale, de conflits en Europe, d'une Union européenne qui nous protège des conflits en Europe. Donc, je pense que nous avons été, enfin, dans ma génération, une génération très vulnérable et très malléable à ces idées. Les jeunes, non, beaucoup moins. Et je constate, enfin, on le constate, puisque dans notre parti, le parti de l'Union populaire républicaine, nous avons une grande proportion de jeunes, ce qui a un sens. Dans les partis de gauche, par exemple, il y a une scission, au Parti communiste, au Parti de gauche, il y a une scission entre les jeunes qui veulent quitter l'Union européenne et les anciens, de ma génération ou avant, qui veulent rester dans l'Union européenne. Donc en tout cas, il y a de bonnes chances pour que dans ce grand maelstrom dans lequel nous sommes entrés, la France, de toute façon, elle ne sortira pas indemne. Elle en sortira différente de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une évidence. Que ça nous vienne de l'extérieur ou que ça nous vienne de l'intérieur. Mais il y a de bonnes chances, quand même, car c'est notre tradition, c'est notre histoire, que le peuple français reprenne la main et lorsque nous serons dans 5 ans, 6 ans, que le peuple français soit de nouveau aux commandes de la France. Je mets l'échéance à 5 ans, 6 ans, parce que là, nous serons déjà dans le monde d'après. Enfin, nous serons dans le monde d'après, c'est-à-dire dans un monde stable, dans un nouveau monde. Mais ça pourrait être dans 2 ans. Hein, je veux dire, la transition, la prise de pouvoir par le peuple français pourrait se faire avant, dans 2 ans. Si, par exemple, l'Union populaire républicaine arrive à se faire connaître d'ici là. Voilà, donc un espoir. Cet espoir, d'un point de vue politique, cet espoir existe. Il est déjà structuré. C'est l'Union populaire républicaine, qui a un parti qui a été fondé en 2007, 25 mars 2007, par François Asselineau. L'Union du peuple pour rétablir la démocratie. Voilà. Et dans le but de rétablir la démocratie en France et de remettre la France dans sa grande histoire de France, c'est-à-dire le pays qui dit l'émancipation des peuples et la liberté des peuples. Si la France a un message à porter au monde, c'est celui-là. Chaque homme libre ou qui aspire à l'être dans le monde a 2 patries, la sienne et la France. Je vous remercie.